Bonjour à tous, j'espère que votre journée s'est bien passée, que vous n'êtes pas trop fatigués. On va voir ensemble comment on fait des images multi-arches et comment on gère le multi-architecture avec du Docker et comment on fait pour standardiser des choses et que ça marche un peu partout. Du coup, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Combrac. J'ai créé un cache HTTP qui s'appelle Soin. Traffic Helper et ambassadeur, ça veut dire que je ne suis pas payé par Traffic pour faire de la pub. Si jamais ils veulent glisser un chèque, on est OK. Mainteneur du cache handler de Caddy et contributeur plutôt actif sur GitHub et Twitter, et maintenant X. Vous pouvez chercher darkweek_dev. Ok, donc on va replacer un peu de contexte à ce talk. Donc, j'étais un fier détenteur d'un Raspberry Pi. Pour ceux qui ne connaisseraient pas, le Raspberry Pi, c'est une architecture ARM64 sur une single board computer. Donc ça veut dire que vous n'avez qu'une carte à gérer et voilà. Donc il y a un très large écosystème. C'est très bien pour faire de l'IoT, pour bootstrapper des projets. Mais petit bémol, il y a eu une petite crise qui s'appelle le Covid et ainsi qu'une autre qui s'appelle la crise des composants informatiques. Et donc, ça a pris 300% de prix. Donc, au lieu de coûter 80 ou 90 euros pour une version Raspberry Pi 4 8 Go, ça en coûtait 300. Donc, autant dire que il y avait un petit marché derrière à celui qui le vendrait le plus cher. Et en fait, moi, j'avais acheté des Raspberry pré-Covid et j'avais fait un petit cluster Swarm pour lancer des applications perso dessus, des petits sites et des choses pas trop importantes. Au pire, ce qui consommait le plus dedans, c'était une petite instance Plex, donc un petit cluster classique. Il y a quelques temps, on a commencé à travailler sur un projet. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, j'avais parlé d'un cache HTTP écrit en Go, donc qui s'appelle Soin. Et là, on va lancer la version SaaS gratuite. Ça veut dire que vous pouvez mettre du cache HTTP sur vos sites directement, juste en rentrant votre URL à proxifier et faire pointer vos DNS sur les DNS de Soin. Et vous avez du cache HTTP derrière qui marche plutôt bien, qui est redondé dans 3 DC. Donc voilà. Mais du coup, ce projet-là, quand on l'a lancé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour tester un petit peu l'archi? Est-ce que quelqu'un a des machines? On va peut-être pas investir directement dans un data center, dans des serveurs de data center. On va quand même bootstrapper ça sur des serveurs un peu plus cheap et surtout sur des IP non publics. Donc autour des 3 personnes qui ont travaillé sur ce projet, donc il y avait moi et 2 autres, et personne n'avait vraiment de serveur, en tout cas n'avait pas un pool de serveurs pour tester ça, pour tester la redondance du cache, etc. Et on s'est dit, sur le cluster de Raspberry que j'avais chez moi, il n'y a pas grand-chose qui tourne, mais du coup, on va voir comment on peut scale. C'est-à-dire, au lieu de faire tourner ça sur seulement 4 machines, on va faire tourner ça sur peut-être 8 machines, histoire d'avoir un pool un peu plus sympa de serveurs. Et donc, c'est là où on a commencé les recherches et on s'est dit, payer 200 euros pour un Raspberry Pi 8 Go, on ne se sentait pas trop de le faire. Ça faisait quand même 800 euros à débourser juste pour bootstrapper un projet qui n'est pas financé, qui ne sera jamais financé derrière, qui est plus une initiative collective. Et on est tombé sur les Starfive 2 qui tournent sur du RISC-V 64. Donc le RISC-V 64, c'est un petit peu le Canada Dry du CPU. C'est-à-dire que le Canada Dry, ça ressemble à de la bière, mais c'est pas de la bière. RISC-V 64, ça ressemble à du ARM64, mais c'est pas du ARM. Ça a les mêmes concepts, mais ça ne traite pas les informations de la même façon. Et ça, c'est assez important par la suite, parce que nous, on pensait que c'était équivalent. Spoiler, non. Après, l'avantage, c'est que ça coûtait le même prix qu'un Raspberry Pi 4 pré-augmentation des tarifs. Ça coûtait dans les 80 euros à peu près. L'avantage, c'est qu'on a aussi 2 ports Ethernet, donc on peut faire du multiplexing assez facilement. Et ça reste une SBC.
Par contre, l'écosystème est assez pauvre. Il y a un mec qui a compilé plein d'outils, donc qui a recompilé Go, qui a recompilé Docker, qui a recompilé Traefik, qui a recompilé Nginx pour du RISC-V 64. Mais en voyant ça, on s'est dit, bon, il y a un mec quand même qui a publié des ressources, on devrait s'en sortir. Et, d'ici à ce que les cartes arrivent, parce qu'il y avait 2 mois d'attente, elles devraient arriver et il devrait y avoir un peu plus de monde sur cette architecture de CPU. Du coup, petit rappel de Docker, parce que comme j'ai dit, il a recompilé Docker, donc on s'est dit, bon, bah, super, on va pouvoir lancer des conteneurs. Donc à gauche, vous avez la machine virtuelle. Donc vous avez un hyperviseur qui va recréer un OS, simuler l'OS et simuler la façon dont l'OS fonctionne. Vous avez vos binaires liés à cet OS et vous avez tout en haut vos apps qui vont tourner. Quand vous runez du conteneur, vous avez votre OS hôte qui va runner. Par-dessus, vous rajoutez une petite couche qui s'appelle le Container Engine qui va simuler les appels kernel. Et vous avez vos binaires dans vos conteneurs avec vos applications. Et donc, on voit qu'on ne simule pas vraiment l'OS et donc on ne simule pas du tout le CPU. Donc, ça fait que sur un hyperviseur, on peut simuler une autre architecture de CPU, mais pas avec des conteneurs. Donc, ça crée quelques problèmes. Ça veut dire que nos images doivent être compatibles avec du RISC-V 64 dans notre cas, puisque pour ARM et pour AMD, c'était assez démocratisé. AMD, ça fait très longtemps que les images Docker sont compatibles avec, et depuis que Apple a sorti les Mac M1 et l'architecture ARM 64, de toute façon, il y a eu un partenariat avec Docker pour supporter ARM 64 très vite. Et donc, comment on fait pour construire des images Docker ? On va remonter un petit peu dans le temps. Donc Docker, on peut faire un docker build point qui va aller chercher le Dockerfile le plus proche, donc dans le dossier en cours. Et donc, il va, à partir de ce Dockerfile dans le même dossier, construire un conteneur qui a le contexte du dossier en cours. Après, on a pu taguer des conteneurs. Donc ici, on va le taguer en map/my_app et on lui passe un autre fichier qui est placé dans subfolder/dockerfile. Et après, il y a des petits malins, ils se sont dit, mais du coup, ça veut dire qu'on peut compiler avec un fichier ARM pour les targets ARM et un fichier .amd pour les targets AMD. Donc c'était bien, mais par contre, il fallait runner cette commande-là sur la machine hôte. C'est pas terrible parce que ça veut dire qu'il faut avoir des machines nous-mêmes avec cette architecture-là pour pouvoir build les conteneurs. Parce que ARM et AMD n'ont pas des binaires compatibles, parce que les instructions ne sont pas les mêmes, les instructions CPU ne sont pas les mêmes. Ensuite, dans l'API V1.38 de Docker, on a le flag platform qui est sorti, qui nous permet, grâce à QEMU, de simuler une plateforme. Mais du coup, il faut que votre machine ait QEMU sur la plateforme. Vous pouvez pas si une plateforme est typée AMD 64 et n'a pas QEMU, vous ne pouvez pas builder des ARM 64 dessus. Donc ça implique des contraintes, mais aujourd'hui, la majorité des machines font du QEMU par défaut. Donc vous ne devrez pas avoir de soucis, mais ça veut dire lancer une commande à chaque fois qu'on veut build pour telle ou telle plateforme. Ensuite, on a Docker BuildX qui est arrivé et qui a juste explosé le game. Docker BuildX, c'est quand même un peu une révolution, puisque ça se base sur BuildKit et ça étend les capacités de BuildKit. Ça veut dire que BuildKit aujourd'hui était capable de simuler une architecture pour vous et ça se base dessus. Donc ça se base forcément sur QEMU, puisque la majorité des machines ont QEMU. Et ça veut dire surtout qu'on peut builder sur n'importe quelle machine des binaires, enfin des images Docker pour d'autres architectures. Et donc comment ça se passe ? Tout commence par la création d'un builder avec Docker BuildX. Ça se définit de cette façon-là, c'est du TOML.
Donc c'est un fichier, le toml, c'est une syntaxe de fichier. Ici, à la ligne 1, on lui dit qu'il va run en debug. Ensuite, on lui donne des directives insecure. On lui dit qu'il a le droit de créer des conteneurs host. Et on lui dit qu'il a le droit d'utiliser l'insecure de la sécurité. Donc vraiment, accéder à des fonctions qui normalement sont protégées. Ensuite, on lui passe une registrie. Donc ici, on a notre propre registrie. On lui donne un CA certificate et on lui dit que c'est insecure. Alors pourquoi on lui donne un CA certificate? Parce que comme ça, il peut faire du HTTPS sans avoir à dire bah non, je ne peux pas le supporter. Et voilà. Ensuite, on le crée de cette façon-là. On fait un docker buildx create. Ensuite, on lui donne un nom, parce que sinon, c'est un nom aléatoire. Et on peut lui passer des options de driver, donc ici le network host. Et surtout, on lui passe le chemin d'accès à la config, donc la config montrée juste avant. Et pour créer une image, comment ça se passe? Donc, une création d'image, généralement, on va utiliser du HCL. Pourquoi? Parce que ça peut être très facilement, ça peut exécuter du script, ou un équivalent de script, et ça peut gérer des variables. Ici, on lui dit que dans la variable Golang version, par défaut, il va récupérer la variable d'environnement Golang version. Et pareil pour la private registry. Ensuite, on lui définit un groupe. Par défaut, ce sera default. Et il va aller construire les targets Golang multi. Ici, il n'y en a qu'une, mais on peut en mettre plusieurs et ça se fera en parallèle. La target Golang multi, on lui donne un Dockerfile en entrée. On lui dit pour quelle plateforme il va le compiler. Et après, on lui dit, bon, bah ok, tu vas taguer ces images-là sur les registries. Donc la private registry en Golang latest et Golang version. Et pareil sur le Docker Hub sur le repo Darkwing. Ici, on a l'exemple du Dockerfile. Donc on voit qu'on a la première partie de 1 à 9 qui concerne uniquement le risque file. La ligne 11 et 12, c'est uniquement l'ARM64. Et pour AMD64, c'est pareil. Et en fait, comme on les tag avec alpine-leur architecture, on peut juste faire un from alpine target arch, qui est une variable d'environnement fournie dans le Dockerfile, et on peut taguer ça en tant que app. Et du coup, quand on va construire un risque file 64, il va aller chercher le as alpine risque file 64. Et en fait, le principe de layer de Docker, ça repose là-dessus, c'est qu'on va aller construire uniquement les layers qu'on a besoin. Donc en fait, il va ignorer le from Golang Alpine, as Alpine ARM64 et le AMD64 aussi, et seulement loader le RISC-V 64 sur une archi RISC-V 64. Ensuite, on va vouloir construire notre image, donc notre image multi-architecture. On va lui passer la private registry parce qu'il en a besoin dans le fichier HCL. Pareil pour le Golang version. Et ensuite, on exécute docker buildx bake en push, donc qui va les pousser sur nos registries. -f pour lui dire d'utiliser le fichier docker-bake.hcl. Ensuite, on lui ordonne de pull automatiquement les dernières images quand il a des dépendances et d'utiliser le builder qu'on a nommé multiplatform builder. Donc là, c'est le moment démo, ça va être marrant. Donc j'ai un petit makefile. Ici, si on fait un make, donc j'ai une registrie custom qui tourne. Je fais un docker ps. J'ai une registrie ici. Si je fais un make build Golang, on voit que il va exécuter le docker buildx bake en push, donc la même commande que je vous ai montré, et il va se baser du coup sur ce HCL ici. Et on voit que tout se fait en parallèle aussi. Donc il va construire pour les 3 architectures en parallèle, et on voit que c'est hyper rapide parce que ça profite aussi du cache build kit. Et vos images vont être très rapides à construire sur des machines dédiées à la construction d'images, donc ici un laptop. Et vous n'avez plus besoin des machines avec les CPU, avec cette architecture-là, pour les construire. Ça fait que vous pouvez les construire de n'importe où sur des machines hyper performantes, dédiées à la construction d'images, et créer des images en 10 secondes parce qu'ils ont déjà du cache, etc. Et donc là, si je fais un... j'ai plus le nom de la commande, mais
make describe image. On voit qu'il va lancer Docker buildx image tools inspect sur ma private registry et il va aller chercher l'image Golang avec le tag 1.21. Et donc ici, si on regarde, on a des manifestes. Ici, c'est pour ARM64. Ici, pour AMD64. Ici, pour RISC-V 64. Et après, les 3 en dessous correspondent aux layers utilisés par les images ici. Donc on voit que la référence digest ici correspond au digest de l'image ici pour ARM64. Ce qui permet d'avoir justement le layer de cache derrière. Et après, j'ai juste à lui dire make run go app. Dans mon Docker Compose, j'ai mon private registry qui va aller charger l'image donc sur ma private registry Golang en version 1.21 et qui va juste exécuter la commande go run /main.go et ça marche. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et du coup, ça marche en multiplateforme. Donc, ce Docker Compose-là, maintenant, je peux le prendre, le mettre sur une machine RISC-V 64 et automatiquement, si la registry est distribuée et accessible aussi par le RISC-V 64, alors il aura accès à cette image-là, qui va pull une image RISC-V 64 et exécuter ce code-là. Donc on voit que c'est très simple. Après, de toute façon, dans les fichiers, c'est les mêmes que ce que j'ai montré en exemple. Il y a juste la petite subtilité, c'est que pour la version RISC-V 64, je vais copier le binaire Go que j'ai pré-généré, puisqu'il faut Go pour générer un binaire Go dans une autre architecture depuis Go 1.16. Donc du coup, j'ai tout pré-généré pour que ce soit moins long pour la démo. Ok. Du coup, en conclusion, déjà en bas, vous avez la super petite image du cluster, à quoi ça ressemblait. Et ça tournait. Et ça tourne toujours d'ailleurs. Mais surtout, vous avez des images cross-platform générées très rapidement. Si vous avez des builders spécialement faits pour, vous les générez une fois, c'est dispo partout si votre registry est distribué. Et donc, vous gagnez en temps de build, parce qu'avant qu'il y ait Docker buildx, je me retrouvais à build pour du ARM64 sur les Raspberry. Donc, c'était pas terrible. On passait d'un build de 10 minutes à un build de 25 secondes. Le temps est non négligeable. Si vous voulez ajouter ou supprimer une plateforme, c'est juste dans le HCL que vous sélectionnez les plateformes que vous voulez ajouter ou supprimer. Et surtout, vous faites des conteneurs cloud native. Donc, peu importe sur quoi run votre application, vous pouvez dire, pour AMD64, si une image est dispo, j'utilise cette image-là. Et sinon, je construis moi-même l'image pour du ARM64, par exemple. Et donc, reconstruire uniquement les images nécessaires, contrairement à quand vous faisiez du Docker build directement pour construire l'image. Merci pour votre attention. J'espère que ça va être trop dur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou des feedbacks, n'importe. Moi, c'est concernant... Juste une petite question concernant le système de cache. Est-ce qu'il y a moyen de l'héberger n'importe où? Parce que je vois sur le site self-hosted, il y a moyen n'importe qui peut le mettre chez soi. Ouais. Okay. C'est dispo sur GitHub, genre darkwing/soin. Et puis voilà.